Ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je suis Harmonie Laurent, ingénieure d'affaires et responsable du secteur public chez Isogeo, que j'ai rejoint il y a 2 ans. J'ai aujourd'hui l'immense honneur d'inaugurer ce webinaire et donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous avons essayé au travers de cette diapositive donc, de mettre les logos de toutes les entreprises et organisations publiques représentées par nos invités du jour et je me prie de m'excuser si votre logo ne s'y trouve pas parce qu'on en a peut-être oublié, on a eu des invitations tardives ce matin. En tout cas, donc vous êtes très nombreux. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Et j'en profite également pour remercier mes collègues de l'équipe projet, équipe commerciale et équipe marketing qui ont tous participé main dans la main à la préparation de ce webinaire. Donc ce webinaire, c'est le premier de la 8e saison. Donc la saison précédente, elle était plutôt axée sur la solution, les produits, l'expertise Isogeo. Vous avez été très nombreux à y participer et nous avons enregistré chacun de ces webinaires afin que vous puissiez les retrouver gratuitement et en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et on va faire de même avec la saison 8. Cette nouvelle saison qui démarre aujourd'hui, elle est plutôt articulée sur les retours d'expérience utilisateurs, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui accompagnés par 2 métropoles. Je détaillerai un petit peu ça plus tard. Alors, au programme cette saison, donc les 4 premiers webinaires qui vont avoir lieu entre mars et juin de cette année seront plutôt dédiés au secteur public, comme aujourd'hui, donc afin de donner la parole à nos différents utilisateurs et ainsi comprendre comment la solution Isogeo les aide dans leurs enjeux et missions. Donc, je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse lire. Euh, Avant de présenter donc nos intervenants du jour, je voulais revenir sur une information importante qui circule actuellement. Donc, Mathieu Becker, le président fondateur de la société Isogeo, et Hervé Albou, un consultant indépendant, sont actuellement en pleine actualisation du livre blanc Découvrir et comprendre la gouvernance de l'information géographique et recherche des utilisateurs de la donnée géographique prêts à livrer leur expérience en la matière. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester afin qu'on reprenne contact avec vous. Donc, un grand merci d'avance pour ceux que ça pourrait intéresser. Et pour rappel, l'actuelle version du livre blanc est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site web isogeo.com. Passons maintenant à la présentation de nos intervenants du jour, que vous avez pu entendre tout à l'heure. Donc, Mathieu Lelier de la métropole de Rouen. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et Céline Coll et Sylvain Auboiron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bonjour à tous. De la métropole d'Aix-Marseille-Provence, que je remercie chaleureusement pour leur participation du jour. Donc en termes d'organisation, je vais d'abord laisser la parole à Mathieu Lelier, puis nous passerons à une session de questions-réponses ciblées sur sa présentation. Et de la même façon, ce seront donc Céline et Sylvain qui prendront ensuite la main. Et ensuite, on clôturera la séance par une seconde session de questions-réponses. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Et Mathieu, je vous laisse la main. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce webinaire donc, dédié à la présentation de notre catalogue de données que nous utilisons, nous, dans notre infrastructure, la métropole Rouen-Normandie, en utilisation du logiciel Isogeo. Donc, je vais présenter rapidement la structure. Donc, la métropole Rouen-Normandie, c'est une collectivité qui a été créée en 2015 avec 71 communes adhérentes pour environ 500 000 habitants sur un territoire de 660 km² environ. Donc moi, je suis Mathieu Lelier, je suis chargé des données et de la diffusion dans la direction des systèmes d'information de la métropole. Au sein de notre DSI, donc, nous avons une partie de l'infrastructure qui est dédiée à la solution Isogeo. Je vais la présenter succinctement. Pour la partie base de données, nous avons donc un serveur Oracle SDE
avec une architecture SRI. Nous avons un ArcGIS Server pour la gestion des services web liés à l'API. Un serveur dédié avec le logiciel FME qui lui permet de scanner les données et donc de créer des fiches de métadonnées. Et enfin, nous avons rajouté une brique supplémentaire, le Web App Builder, pour la création de l'application consultation du SIG dans lequel nous avons le catalogue. Donc, je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter maintenant rapidement le projet qui nous a permis de découvrir ISOGEO. Dans notre infrastructure, nous avons donc travaillé sur un projet métadonnées, c'était le catalogue de données. Euh, on a commencé ça en 2019 euh, pour essayer de constituer un catalogue commun au sein des différents services de la métropole. Donc nous sommes partis d'un constat, au sein de la métropole, nous avions plus du tout de catalogue depuis 2013. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu, mais il y avait un logiciel qui s'appelait Report à l'époque, qui était basé sur une base Access. Donc on avait ça et ça fonctionnait un temps, mais depuis 2013, donc il n'y avait plus rien. Donc le patrimoine des données était très méconnu entre services, donc mal exploité, et ça entraînait des doublons dans les services. Chacun faisait un petit peu ses silos de données dans son coin. Et est venu s'ajouter à ça la brique Inspire qui nous obligeait, nous, en tant que collectivité, de diffuser nos données selon la norme. Alors les métadonnées, parce qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Donc les métadonnées, donc selon Inspire, c'est un peu barbare la métadonnée, donc ça correspond donc aux informations qui décrivent les données ou les services des données et qui rendent possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation. Moi, j'aime bien, dans les présentations que j'ai faites en interne auprès de mes collègues, donner un exemple qui marchait bien pour expliquer un petit peu aux personnes qui connaissent pas forcément les données géographiques ce que c'est exactement qu'une métadonnée. Donc, je vais vous en faire part également. Donc, sans les métadonnées, que représente cette image? Effectivement, vous avez dit, c'est pas de la donnée géographique. Donc, à part être fan d'athlétisme, on sait pas trop. Sinon, on voit qu'il y a un gars qui a couru, qui a gagné, mais on sait pas trop. On n'a pas trop d'idées sur ce que c'est que cette donnée. Donc, quand on rajoute les métadonnées, tout de suite, on a le contexte. On sait que c'est voilà, le fameux mondialissime Usain Bolt qui remporte la médaille d'or au JO. On a la date de prise de vue, on a le photographe, nous avons donc la source et nous avons le format de l'image, également les dimensions et les informations concernant la licence de diffusion de cette donnée. Donc voilà, ce concept de définition de la métadonnée s'applique également aux données géographiques, ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui. Alors, quels ont été les enjeux de notre projet métadonnées que nous avons donc lancé en 2019? Le but, c'était donc de faire un état des lieux précis des données qui existaient dans les services pour pouvoir ensuite les documenter afin de les faire connaître et enfin les diffuser. Donc, le but était de rendre forcément ces données le plus accessibles possible en interne. Dans un premier temps, on travaille essentiellement en interne. Donc ça partait d'une démarche volontariste qui permettait aussi d'éviter le fameux silo de données dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on avait quand même beaucoup de services qui ont des licences SIG qui permettent de travailler de manière un petit peu autonome et qui avaient tendance à créer un peu leur base de données un peu interne au service. Donc le but du catalogue, c'était ça, c'était surtout d'éviter les doublons dans tous les sens. C'est long, mais on y arrive. L'objectif, voilà, c'est d'arriver à Usain Bolt pour décrire exactement ce que c'est que la donnée. Comment s'est déroulé le projet? Le projet s'est déroulé de manière classique avec une analyse de l'existant, un constat réalisé par le comité technique. Nous avons fait donc une veille technologique, également l'analyse des fonctionnalités qui étaient attendues par le groupe projet. Qu'est-ce qui est attendu par un catalogue de données? Qu'est-ce qu'on veut y trouver? Donc le choix s'est rapidement porté vers ISOGEO, d'une part parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions existantes sur le marché.
pour être clair. Donc, on est suivi plusieurs phases de test avec plusieurs problèmes techniques qui ont été rencontrés, avec lesquels on a travaillé avec Isogeo pour essayer de résoudre tout ça. Et du coup, ça s'est plutôt mis en place de manière sereine. Voilà, on a eu des phases de test, on a fait 3 thématiques, des thématiques de test pour les usagers, pour les outils et pour l'accompagnement. Comment mettre en place donc, des procédures, des tutoriels, etc. Avec les conditions actuelles, on a fait pas mal de webinaires internes via Teams et autres. C'était plutôt intéressant. Donc maintenant, le projet est mis en production et la présentation qui a été faite aux collègues en interne. Alors, Isogeo et la métropole, comment ça s'est passé? Le partenariat, plutôt bien, on va dire. Nous avons donc eu l'installation du scan avec des prestations. Donc, ils ont fait un audit de nos serveurs. Il y a eu des formations, des utilisateurs de la plateforme, des administrateurs. Nous avons aussi également des prestations de métadonnées. Ça, c'était un petit geste commercial parce qu'il y a eu des petits dysfonctionnements au courant plusieurs quelques mois pendant que le scan était en train d'être mis à jour. On pouvait plus travailler. Donc, du coup, il y a eu un geste sympa de la part des OGO. Et donc, suite à ça, il y a eu la brique supplémentaire, l'installation et la mise en œuvre du widget Web App Builder qui permet d'intégrer le catalogue ISOGEO dans une API. C'est d'ailleurs maintenant que je vais vous faire la démonstration de notre catalogue. Donc nous, il est situé notre catalogue sur notre intranet SIG. Quand les collègues se loguent avec leur identifiant de session, ils arrivent sur cette page qui leur présente un petit peu le contexte du catalogue, le contexte du projet et le but de l'application, ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Donc voilà, nous arrivons donc sur une interface Web App Builder qui doit être connue maintenant avec les produits Esri, ça commence à être bien connu. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que nous faisons, nous, de l'utilisation. Nous avons du catalogue ISOGEO. Donc, les widgets sont situés en bas de l'écran. Ici, nous en avons plusieurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, le catalogue de données. Donc, les collègues ont été initiés à l'utilisation de ce widget. Donc, il est assez simple d'utilisation au niveau de la recherche de données. C'est très facile. Par exemple, si on prend un exemple de recherche, si on cherche les équipements sportifs, alors il n'y a pas besoin de taper le mot en entier. On peut juste taper que le début. Et là, on recherche. Il va nous trouver tout ce qui contient le mot équipement, équipe. Donc là, on a 4 pages. Il ne faut pas hésiter à aller chercher tous les résultats. Donc, dans notre exemple, on va préciser en utilisant le filtre avancé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les équipements sportifs. On peut faire une recherche par mots-clés, par thématique inspire. Donc là, on cible de plus en plus en utilisant les données au format vecteur. Et si on relance la recherche, nous arrivons donc, nous n'avons plus qu'une seule donnée trouvée dans le catalogue qui s'appelle l'emprise des équipements sportifs de la métropole Rouen-Normandie. Une fois que la recherche est effectuée, nous pouvons donc cliquer sur le résultat de recherche et là, ça affiche une petite fenêtre qui permet donc soit de lire le résumé dans un premier temps. On vérifie que c'est bien la donnée qui nous intéresse, donc c'est bien l'emprise des équipements de sport d'intérieur et d'extérieur. Suite à ça, on peut donc consulter la fiche. Donc là, on consulte la fiche de métadonnées, celle qui a été remplie dans le scan ISOGEO. On a donc là tout un tas d'informations, la norme Inspire, donc le titre, le type de données, propriétaire, la date de mise à jour, nous avons le thème Inspire ici, et tous les mots-clés qui ont été rentrés avec le résumé, l'historique de la donnée et les attributs. Alors, cette partie-là n'est pas obligatoire pour Inspire, mais avec nos collègues, on a décidé qu'on allait la forcer à remplir un maximum parce qu'on trouvait que c'était très intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas la donnée d'avoir un maximum d'informations quand ils recherchent une donnée. Donc il y a aussi le contact. La personne qui est gestionnaire de la donnée se trouve ici avec une adresse mail.
Les informations techniques pour les personnes qui sont plus habituées aux bases de données. Donc là, on a le nom exact de la donnée et l'emplacement sur notre base SDE et les conditions d'accès qui permettent de voir si la donnée est libre de droit ou pas. Donc dans notre exemple, nous avons bien vu que c'était cette donnée-là qui nous intéressait. Nous fermons la fiche de métadonnées et nous pouvons dès à présent l'ajouter à la carte en cliquant ici. Donc là, ça va travailler gentiment et on devrait voir apparaître les équipements, les bâtiments sportifs, un petit temps de latence. Voilà. Donc nous avons la couche qui apparaît. On va se focaliser sur le terrain de baseball qui est ici. Alors on peut jouer avec les autres widgets, mais je ne vais pas les présenter ici. On peut jouer sur la transparence des couches, notamment nous on a une ortho qui est plutôt pas mal, mais on va enlever la transparence dans la démonstration, nous verrons mieux. Voilà, donc une fois que les entités apparaissent à l'écran, alors on peut consulter certaines entités qui sont dans la table attributaire, pas toutes, mais certaines. Donc là, on voit que nous avons le nom, donc c'est bien le terrain de baseball, et que c'est le type point jeu. À côté, nous avons donc le terrain d'honneur Saint-Exupéry, le team grand jeu, etc. Voilà, donc là, on peut donc faire apparaître cette couche d'information, à savoir que nous pouvons également en ajouter d'autres. Par exemple, je sais que j'ai des collègues qui vont s'entraîner en utilisant les vélos mis à disposition par la ville. Je vais chercher la couche d'information qui contient la localisation des stations de vélo. Encore une fois, quand on clique sur le résultat de recherche, ça cadre sur l'emprise de la donnée. C'est-à-dire que nous n'avons aucune donnée qui se trouve en dehors de ce polygone qui est dessiné. Donc du coup, je l'ajoute à la carte. Voilà, voyons les petits points de borne de vélo. Et je vois que effectivement, nous en avons une ici, juste au stade Saint-Exupéry, et une un petit peu au-dessus, à proximité. Donc voilà, pour afficher et pour désafficher les couches, il suffit de cliquer en bas à gauche. Ici, je le remontre. En bas du catalogue, nous avons les couches ici. Et avec un retour vers la fiche de métadonnées, ou alors on la supprime complètement de la carte. Donc mes collègues, ceux qui ne sont pas cartographes à la métropole, en fait cet outil, voilà, chez nous on l'a développé pour vraiment rendre un usage de carte de travail, pour éviter de surcharger tous les référents SIG et tous les cartographes des services qui sont déjà bien occupés pour des tâches et des projets journaliers. Les collègues qui, eux, ont besoin de faire des petites cartes de présentation ou ce genre de choses, on leur a mis à disposition cet outil qui permet, donc on va remettre les équipements sportifs. Je vais vous montrer exactement comment ils peuvent procéder. Donc, voilà, on recadre sur celui-là. Et là, nous avons développé, donc, utilisé le petit widget qui s'appelle imprimer. Quand nous le lançons, et là, nous avons des services web également préparés. En fait, on ne peut pas les modifier. Ils sont préparés. Nous avons 4 services différents. Donc A3, paysage portrait, A4, paysage portrait. Dans l'exemple, nous allons prendre le A4 paysage en PDF. Nous pourrons changer le titre. En mode avancé, nous pouvons choisir les unités, les mettre, les unités de la carte. Et quand nous appuyons sur imprimer, ça génère un PDF. Voilà, avec la charte graphique de la métropole, la légende, l'échelle, la date d'impression, et voilà. Donc c'est des petites cartes prêtes à l'emploi qui dépannent bien les collègues et c'est assez positif en termes d'utilisation en interne. La démonstration du widget est terminée. Je vais vous montrer maintenant la partie back-office, un petit peu comment fonctionne le modèle ISO-Géo. Donc, l'interface d'accueil se trouve comme ça, avec le tableau de bord dans lequel vous retrouvez toutes les données cataloguées, les types de données, les systèmes de coordonnées, les mots-clés, le nombre d'entités, etc. Ce qui va nous intéresser dans l'administration, c'est la partie
scan. Donc là, nous avons les scans de notre serveur qui détecte donc toutes les données. Ce qui est intéressant, c'est que les fiches sont liées à la donnée. Donc dès qu'il y a une modification qui est apportée dans dans la couche, le scan le détecte automatiquement. Donc là, si on recherche la couche de tout à l'heure, vélo, nous voyons qu'elle a été inchangée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement sur cette couche. Voilà, donc nous retrouvons, vous voyez, nous retrouvons exactement ce que nous avons affiché tout à l'heure, l'emprise, les attributs, voilà, tout ça c'était affiché. Et si par contre nous allons chercher une donnée qui, elle, a été modifiée, alors on peut les trier par statut, voilà, nous voyons que celle-là, la zone de risque a été modifiée. Donc si j'ouvre la fiche, j'ai l'indication, voilà, je sais qu'il y a des entités qui ont été modifiées, il y a une entité qui a été supprimée le 5 février 2021 et l'emplacement de la donnée a été modifié également. Donc voilà, donc il y a un suivi qui est plutôt intéressant. Les données donc, sont associées pour pouvoir être affichées dans dans le catalogue. Elles sont associées par un service web. Je vais vous montrer cela quand on va retourner sur la fiche des vélos. Hop. Ici, dans les ressources, voilà, il y a le service web des données de référence, nous on l'a appelé comme ça, avec le numéro, et il n'y a plus qu'à associer la fiche ici, là, on crée, je ne vais pas le dissocier, mais voilà, c'est tout simple à faire, ça se fait de manière très facilement, et ça permet donc d'afficher toutes les données. Voilà pour la partie ISOGEO, je vais revenir rapidement sur mon PowerPoint. Oui, je voulais vous parler rapidement des retours utilisateurs et des suites que nous avons apportées à ce projet. Donc, on a eu un accueil plutôt positif de l'application. J'ai fait 4 ou 5 webinaires l'été dernier pour présenter ça en interne. On a même eu certains services qui commencent à jouer le jeu et qui nous demandent d'ajouter des données. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Ça veut dire que les gens veulent partager, veulent faire connaître les données qui pourraient être utilisées peut-être par d'autres services. Donc je continue à maintenir un rythme de metadata party. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais on fait tous les trimestres avec les collègues référents en interne. On se réunit, donc maintenant on se réunit en distanciel et nous travaillons ensemble pendant 2-3 heures sur comment remplir les fiches. Donc chaque référent qui dispose de ces données dont il en est le gestionnaire remplit ces fiches de métadonnées qui vont venir alimenter le catalogue au fur et à mesure. Nous avons aussi une réflexion en interne sur une diffusion, la création d'une infrastructure de diffusion, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que comme le widget fonctionnait pas mal, il était victime de son succès, et nous avons une infra de production qui n'est pas adaptée en fait à être consultée de manière régulière. Donc, on est en train de travailler sur la mise en place d'une infrastructure de diffusion. Et nous sommes également en réflexion sur l'open data, donc avec la publication du catalogue dans GeoNormandie, chose qui se fait déjà, mais qui va s'étoffer par la suite. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Si vous avez des questions ultérieures, vous pourrez toujours me joindre à cette adresse mail. Et si vous avez des questions immédiates, je peux essayer d'y répondre tout de suite. Merci beaucoup Mathieu. La présentation était vraiment très complète et je pense que ça a permis d'aiguiller pas mal des spectateurs qui ont assisté à la présentation. Alors, une première question de Monsieur Louis de l'EPT11. Alors, le scan récupère-t-il les métadonnées qui ont déjà été renseignées via ArcCatalog? Non, je dirais non. Après, si je me trompe, Léo peut me... Oui, je suppose que Dominique parle des alias de champs qui peuvent être saisis dans leur catalogue. C'est une question qui est récurrente et c'est pourquoi on a intégré à notre roadmap et on a déjà mis en œuvre cette évolution de notre côté. C'est-à-dire qu'on récupère maintenant via les scripts FME qui sont lancés
sur la géodatabase les alias d'attributs qui sont saisis dans leur catalogue. Donc c'est pas encore effectif aujourd'hui, mais notre objectif c'est de mettre en production cette évolution dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une seconde. Est-ce que le widget Web App Builder, est-ce que c'est un outil ISO-Géo sur étagère ou bien est-ce que ça a été un développement spécifique pour la métropole de Rouen? Je vais répondre rapidement, après Léo pourra compléter. Donc non, non, c'était pas spécifique, c'est quelque chose qui est mis à disposition par Isogeo. Donc c'est une brique en plus supplémentaire, disponible à tout le monde. D'accord, Ouais, merci. on est d'accord. Une troisième question. Combien de temps a duré le lancement du projet jusqu'à votre mise en production, Mathieu? Oh là là, combien de temps? Ouais. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des pauses, il y a eu, je dirais, une bonne année quand même, une année et demie même, on va dire, allez. Parce qu'il a fallu quand même faire l'audit de pas mal de choses et le temps, les tests, il y a eu la phase de test assez importante qui a été faite en interne. Après, une fois qu'on était décidé, c'est bon, ça s'est mis rapidement, mais toute la phase en amont, il y a bien eu un an et demi, ouais. Très bien. Ok, merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc je propose de passer à la présentation de la métropole de Marseille. Alors, nous, on va vous présenter avec Céline le projet Géometa, qui est donc notre projet de gestion des métadonnées au sein de la métropole. Donc, on va suivre le sommaire suivant. Je vais vous présenter donc rapidement la collectivité, puis le projet Sigma, qui est un projet plus global sur le SIG métropolitain. Je passerai le relais à Céline qui vous parlera des besoins en administration des géodatas, puis qui enchaînera avec pourquoi on a choisi la solution ISOGEO. Je reprendrai la suite sur la mise en place de Géometa, donc le projet vraiment ISOGEO. Quels outils on a acquis et pour quels usages. Céline vous fera un retour d'expérience. Et enfin, elle vous donnera quelques conseils pour le catalogage et on vous présentera les perspectives sur ce projet. Alors, la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, elle a une particularité, c'est qu'elle est issue d'une fusion de 6 EPCI. Elle a été créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la loi NOTRe et MATAM. Et ces 6 EPCI, donc c'était le territoire de Marseille-Provence, le pays d'Aix, le pays savonnais, le pays d'Aubagne et de l'Étoile, le territoire d'Istres, Ouest-Provence et le pays de Martigues. Donc, ça compose donc la métropole de 92 communes réparties sur 3163 km et avec environ 1,8 million d'habitants. Donc voilà, ça représente 93% de la population des Bouches-du-Rhône et 37% de la région PACA. Et sa superficie est plus étendue que les métropoles du Grand Lyon et du Grand Paris réunis. En termes de compétences, on a le développement et l'aménagement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace, la politique locale de l'habitat de la ville, la gestion des services d'intérêt collectif, la protection et mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie. Maintenant, on passe au projet donc Sigma, donc le SIG Metropolitan Access, qui est un projet global donc, du SIG métropolitain et qui est composé de 5 briques principales. Une première brique est le GeoAtlas, qui est un SIG web de consultation en 2D et en 3D. Finalement, ce n'est qu'une une application issue du Web App Builder à laquelle on a fait rajouter un widget qu'on appelle le widget Rosas, qui est là, qui nous permet de choisir donc en 2D et en 3D, sélectionner un fond de plan, et une rosace qui permet d'aller sélectionner les données qui nous intéressent avant de créer la web app. La deuxième brique, c'est la brique Géometa, donc la gestion des métadonnées, qui est le sujet donc, de notre présentation, donc je détaillerai un peu plus tard. Troisième brique,
c'est Geodata, qui est notre solution d'ETL serveur, donc qui nous permet de faire des traitements, des extractions de manière automatisée. Et c'est une brique qui a été mise en place autour de la solution GTF Vitis proposée par VRMS. Il s'est développé autour de FME. Quatrième brique, c'est GeoAdvance. Donc, c'est un ensemble d'applications métiers, principalement les solutions de One Spatial avec la gamme Marcopol Pro. Donc, on a Marcopol Pro référentiel voirie, gestion patrimoine voirie, DIA, DVF et Marcopol Pro cadastre. Et dernière brique, donc GeoBoard, c'est l'ensemble des tableaux de bord qu'on diffuse, qui sont principalement issus de dashboards d'Argus Enterprise. Donc vous l'avez compris, l'architecture technique de notre SIG est basée principalement sur la suite Argus Enterprise en version 10.7.1 et on vient de déployer la solution Arcopol Builder développée par SRI France. En termes de SIG métier, donc je l'ai déjà dit, c'est principalement la suite Arcopol Pro de One Spatial, l'ETL Server, donc c'est GTF Vitis de VRMS, et la partie 3D, donc c'est un collègue qui s'en occupe, autour de la solution IGEO Cloud de la société IGEO sur les produits Skyline, Photomesh Terra Explorer, toujours IGEO et Skyline. Il utilise également RhinoCity, RhinoTerrain, et pour la partie 3D justement dans le GeoAtlas, il utilise les briques Portal et Argus Online. Donc, je laisse la main à Céline pour vous parler des besoins en administration des géodata. Céline? Bonjour à Ouais. tous, à toutes, vous m'entendez? Oui. Alors GeoMeta, c'est donc la brique métadonnée de notre plateforme SIG Sigma. Et le cœur de ce projet était de mettre en place une solution unique de catalogage des géodatas conforme aux normes en vigueur. Donc comme nous étions dans un contexte de fusion de 6 EPCI, nous avions tout d'abord besoin de recenser et de mutualiser les données géographiques et statistiques des territoires. Ces données étaient hétérogènes, donc nous devions tendre vers un socle commun. Il fallait aussi cataloguer ces données géographiques conformément aux normes en vigueur, normes ISO et la directive européenne Inspire. Et ce catalogue devait être interopérable avec les plateformes régionales et nationales. Et enfin, nous avions surtout besoin d'être accompagnés dans cette démarche, aussi bien pour le catalogage, la publication, la valorisation de l'information géographique et statistique, que pour la mise en place d'outils innovants, avec notamment des automatisations de procédures. Alors, pourquoi avons-nous choisi la solution ISOGEO? Eh bien, le premier point, je dirais que ISOGEO était déjà partenaire auprès d'autres collectivités territoriales. Donc, il y avait un côté rassurant. On s'est dit que ces collectivités leur ont fait confiance. Ensuite, le gros avantage, c'est celui du mode SaaS, parce que nous bénéficions à la fois d'une livraison de moyens, de services et de savoir-faire. Les mises à jour sont automatiques. En termes de sécurité, eh bien, la plateforme ISOGEO est sauvegardée quotidiennement. L'avantage est également financier. C'est un modèle qui peut être assimilé à un coût de fonctionnement plutôt qu'à un investissement. Il n'y a pas besoin d'investir dans un logiciel installé ni dans un équipement. En fait, le site internet outil d'ISOGEO est hébergé sur le cloud. Il est donc autoportant et les utilisateurs peuvent y accéder depuis n'importe quel poste du moment qu'il est connecté et depuis n'importe quelle position géographique. Donc, je peux vous garantir que ce choix s'est révélé quand même très pertinent pendant le confinement. Ensuite, l'interface est plus ergonomique que celle de GeoNetwork. Le point fort, évidemment, c'est le scan qui recense automatiquement les données. La modulabilité de la plateforme nous permet la gestion des groupes par conseil de territoire. L'interopérabilité CSW pour le moissonnage par le CRIJ PACA. Et bien sûr, la volonté de nous accompagner avec des développements spécifiques. Concernant la méthode d'acquisition, la direction a passé une commande
sur la centrale publique, la centrale d'achat public UGAP, pour l'acquisition de la licence ISOGEO et les modules optionnels, et pour des prestations de services et de mise en œuvre, avec un audit des formations, du catalogage également, et bien sûr la maintenance. Cette commande a été passée en juillet 2018 avec un engagement sur 3 ans. Alors, je laisse maintenant la parole à Sylvain, qui va vous présenter les différentes étapes de la mise en place de Géometa. Alors le projet, il a débuté le 8 novembre 2018, donc le lancement du projet. On a tout de suite lancé les audits d'ISOGEO pour bien définir le périmètre des données à scanner. Donc on a enchaîné avec l'installation, ISOGEO a installé le scan sur nos serveurs. On est passé ensuite à des sessions de formation. Donc à l'époque, c'est moi qui ai suivi la formation administrateur. Et on a suivi avec des formations sur les éditeurs qui allaient créer des fiches de métadonnées. On a fait une mise en production donc assez rapidement finalement, le 15 décembre 2018. Et il y a eu une grande période où on n'a pas trop, comment dire, ça n'a pas trop avancé pendant un petit moment, par manque de temps, par manque de ressources. Et donc on a finalement fait un gros import de fiches de métadonnées le 1er octobre 2019. Donc en fait, ce qui avait mis du temps, donc au-delà du manque de ressources, c'est qu'on préparait des fiches de métadonnées avec le Krishpaka, qui avait de son côté, lui, déjà scanné une partie de nos bases de données. Et donc on convertissait finalement les métadonnées scannées du Krishpaka dans un fichier Excel compatible avec la plateforme ISOGEO. Donc en fait, on a fait un export Excel de la plateforme ISOGEO. Et après, on a importé finalement les fiches de métadonnées scannées par le Krishpaka dans ce fichier Excel afin qu'ISOGEO réimporte via des scripts l'ensemble des fiches de métadonnées scannées par le Krishpaka. En mars 2020, il a fallu qu'on change de serveur. Du coup, on a réinstallé le scan. On a fait réouvrir les flux pour que nos serveurs puissent accéder à ISOGEO. Donc ça, c'est toujours une étape un peu compliquée, enfin, suivant la complexité de l'infrastructure interne. Voilà. En avril 2020, on a à nouveau importé des fiches de métadonnées, donc via Excel, via la même méthode. Donc ISOGEO, on leur a fait passer un fichier Excel sur les fiches de métadonnées qu'on appelle d'intérêt commun. Donc en fait, ce sont des données métiers, donc qui ne sont pas créées par la direction SIG, mais qui ont un intérêt transverse, donc pour l'ensemble des services de la métropole. Donc on s'est focalisé sur ces données-là. Et puis il y a une nouvelle équipe. Enfin, il y a eu pas mal de recrutements. Il y a eu quelques recrutements au sein de la DSIG, donc notamment Céline. Donc on a organisé une nouvelle session de formation administrateur afin qu'ils puissent prendre en main, que la nouvelle équipe puisse prendre en main l'outil et continuer à alimenter le catalogue de métadonnées. En mai 2020, surtout Céline, avec ses collègues, qui se sont attelés à créer et à intégrer les fiches de métadonnées de référence. Quoique non, là je me trompe. Finalement, ça c'est une prestation qu'on a fait faire à ISOGEO, il me semble. Tu m'arrêtes, Céline, si je dis une bêtise. C'était une commande qu'on a lancée à ISOGEO pour qu'ils nous intègrent les fiches de métadonnées de référence, donc cadastre, données IGN, peut-être données INSEE également. Et aujourd'hui, donc, on en est à mettre en place des interfaces avec notre ETL serveur, donc qu'on a appelé Geodata. Donc l'idée, c'est de pouvoir, depuis ISOGEO, cliquer sur un bouton et être redirigé vers l'ETL pour pouvoir exporter les données de la fiche de métadonnées. Et inversement, depuis l'interface de l'ETL, avoir une petite case à cocher pour pouvoir récupérer en même temps que l'export la fiche de métadonnées au format XML. Donc quels outils on a acheté et pour quels usages? Donc en premier lieu, la plateforme
ISOGEO avec l'interface d'administration pour administrer les fiches de métadonnées, le scan pour pouvoir scanner nos bases de données, le module CSW afin de moissonner les métadonnées d'autres plateformes et être moissonné par d'autres plateformes, le module partage pour pouvoir créer des groupes hermétiques ou pas entre nos différents conseils de territoire, le module Open Catalog pour pouvoir diffuser nos métadonnées, donc c'est ce qu'on utilise nous dans la brique Geometa. L'outil ISOGEO to Office qui nous permet de faire des exports en XML, Excel, Word. Et enfin, l'API sur laquelle on s'appuie pour faire les interfaçages bidirectionnels avec Geodata. Je laisse la parole donc à Céline pour vous faire un petit retour d'expérience. Alors, on peut dire que de manière générale, les remontées de la part des utilisateurs sont bonnes. L'ergonomie est claire, agréable visuellement. Les filtres sont assez complets, les enquêtes rapides. L'édition des fiches fonctionne bien. Les pop-ups sur l'aide en ligne sont appréciables, complets. Le petit hic demeure quand même au niveau de l'étiquetage, qui lui est dissocié de l'édition d'une fiche. Donc ça peut induire en erreur lors de l'édition d'une fiche, mais ça s'avère pratique parce qu'il n'y a pas besoin de passer en mode édition pour renseigner les étiquettes. Alors les principales évolutions que l'on souhaiterait, c'est au niveau du moteur de recherche, avec l'amélioration des recherches sur les noms des tables en base. Il serait très utile aussi que le scan prenne en charge les tables sans géométrie, parce que nous avons pas mal de données statistiques dans nos observatoires. Et aussi que ce scan prenne en charge, Léo en a parlé tout à l'heure, les alias des classes entités, les alias des champs et des domaines et sous-types d'ESRI. Et enfin, pour le module d'export ISOGEO to Office, l'idéal serait que le fichier Excel puisse porter le nom de la donnée en base ou le titre de la fiche à défaut pour faciliter l'immigration de fiches. Alors, quels conseils puis-je vous donner pour le catalogage? Eh bien, en premier lieu, les incontournables, l'organisation, rigueur et patience. Quel que soit l'outil de catalogage, on ne peut pas y échapper. Au préalable, il faut bien découper les données par thématique. Surtout, ne pas scanner toute la base pour des raisons évidentes de capacité et de temps d'action du scan. Pensez à vérifier, corriger les géométries des couches, pas de géométrie vide. Il faut savoir que ça bloque la création des fiches. Ensuite, optez pour une gestion fine des catalogues en créant des catalogues thématiques qui seront alimentés par les scans, des catalogues de suivi en fonction de l'avancement dans les renseignements des fiches, qu'elles soient finalisées, à compléter, à mettre à jour, et ou en fonction du service ou de la personne qui renseigne les fiches. Nous sommes plusieurs à la métropole à éditer toutes ces fiches. Et du coup, chaque fiche est affectée à un ou plusieurs catalogues. Il est important d'affecter les mots-clés en amont, en respectant une logique pour faciliter les recherches. Et dernier point, définir une nomenclature de nommage des données et des fiches, toujours dans un souci d'organisation, de clarté et d'optimisation des recherches. Alors, nous avons 2 chantiers forts à venir. Sylvain, je te laisse annoncer le premier. Oui, on vient d'acquérir le widget ISOGEO, le widget Web App Builder ISOGEO. Donc on est en train de mettre en place le GeoAtlas V2, donc le Web SIG de consultation. Donc on va le migrer sur Arcopol Builder. Donc on passe du Web App Builder classique d'ArcGIS Enterprise à du Arcopol Builder, ce qui nous permet de bénéficier des widgets d'Arcopol Builder. Et donc on en profite pour y intégrer également le widget ISOGEO, qui lui s'appuie également sur les API ISOGEO qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on intègre toutes les fiches des métadonnées des maps services dans ISOGEO et qu'on associe ces fiches de map service aux fiches de données. Donc comme nous le disait tout à l'heure notre collègue de la métropole de Rouen.
Et notre objectif, donc, c'est de finaliser cette version 2 fin du premier semestre de l'année 2021. Vas-y, Céline. Et le deuxième chantier, c'est l'intégration des métadonnées des conseils de territoire pour les CT4, donc Aubagne, CT5 Istres et CT6 Martigues, qui eux ont commencé à migrer leurs données dans la base métropolitaine. Alors là, il est prévu d'effectuer des imports Excel en masse pour documenter les fiches par lot et ainsi alimenter progressivement les groupes de travail qui correspondent aux différents conseils de territoire. Voilà, bien là, je vais laisser Sylvain conclure cette présentation avec une petite démo sur Sigma. Oui, c'est une démo très rapide et je suis un peu moins joueur que notre collègue de Rouen. Moi, j'ai fait une vidéo. Donc voilà, Sigma, donc nous, c'est vraiment le portail global SIG métropolitain. Donc on l'a conçu avec la brique Site d'ArcGIS Enterprise. Donc finalement, c'est un CMS dans lequel on va aller rajouter des petits encarts, des liens. Donc là, vous allez retrouver des termes que je citais tout à l'heure, le GeoAtlas, GeoMeta, GeoAdvanced, GeoBoard. Donc c'est via cette interface-là que nos utilisateurs ont accès à tous ces outils. Donc quand on clique sur la brique GeoMeta, ça nous ouvre un nouvel onglet, une nouvelle page de site dans laquelle on a intégré une iframe de l'Open Catalog d'ISOGEO. Donc voilà, là on retrouve l'ensemble des listes de métadonnées qu'on a identifiées dans notre catalogue ISOGEO. Donc on va faire une recherche sur le mot-clé cadastre. On va aller ouvrir la fiche de métadonnées de la couche des bâtis cadastraux liés à notre outil Arcopol Pro Cadastre. Donc voilà, typiquement une fiche que ISOGEO nous a remplie très proprement. Donc on retrouve les mêmes informations qu'on a parcourues tout à l'heure dans la démo précédente, avec les attributs, les limitations, les contacts, etc. Et donc là, c'est le lien qu'on est en train de mettre en place vers notre extracteur. Donc là, on ouvre par exemple l'interface d'extraction des bâtiments cadastraux. Donc là, on voit que la cause à cocher, générer métadonnées ISOGEO. Donc ça va vraiment générer l'XML de la donnée qu'on a sélectionnée dans la fiche de métadonnées. Donc voilà, la démonstration est terminée, c'est assez rapide. Hop. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvain et Céline. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Alors là, je vais poser une question en mon propre nom. À la fois Mathieu et vous, Céline et Sylvain, vous avez parlé des métadonnées de référence. Est-ce que l'un de vous pourrait rentrer un petit peu dans le détail? Alors, la Céline, je te laisse répondre prestation pour concernait un commencer. certain nombre de données. Donc, il y avait la BD Topo V3, ça c'est pour la partie raster, le cadastre au format Arcopol. Et après, il y avait tout ce qui était raster, IGN, France Raster. Je n'ai pas la liste sous les yeux, Léo, au secours. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu C'était as un les. souvenir de la liste exacte, mais il y avait un certain nombre de lots de données que vous nous avez documenté, Oui, effectivement. c'est Ça nous a bien aidé. Je sais plus combien d'échelles de France Raster, là, il y en a une douzaine, je crois. Ouais, à peu près. Plus la BD Ortho aussi. Oui, Euh, effectivement. voilà. On essaie Il n'y avait pas d'intégrer les un données INSEE, maximum. hein, comme l'a indiqué tout à l'heure Non, Sylvain, il n'y avait pas de non, données il n'y avait INSEE. pas Je les suis données. trompé, c'est possible ça? Non. Ouais. C'est la même chose pour nous, hein. Il n'y avait pas une C, on avait pas mal de données IGN par contre. Et le cadastre. Voilà, c'est ça. Et dès qu'on a des demandes de clients qui nous disent ah, bah, il y a telle donnée qui sont aujourd'hui de référence en France, est-ce que vous pouvez les documenter? On le fait, et puis du coup, ça profite ensuite à tout le monde. Le but, c'était ça, hein, de cette prestation, hein, on en avait marre en fait de voir tous nos clients saisir les mêmes métadonnées de l'IGN, donc on s'est dit pourquoi on les ferait pas et on leur livrerait sur un plateau pour leur faire gagner du temps.
me permet de reprendre la main. Donc, un grand merci à nos intervenants du jour pour leur témoignage. Et donc, pour conclure ce webinaire, je tiens à remercier tout le monde pour votre disponibilité. Et je remercie également les personnes qui ont posé quelques questions. Donc, ce webinaire sera disponible à partir de la semaine prochaine en rediffusion sur notre chaîne YouTube pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu y assister ou qui souhaitent revoir tout ou partie du webinaire d'aujourd'hui. Et j'en profite également pour vous donner rendez-vous le 8 avril prochain. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire grâce au formulaire d'inscription WebEx disponible sur notre blog Isogeo. Donc on vous y attend nombreux. Encore merci pour votre participation et à bientôt.